et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se fait un petit bilan de mes lectures de janvier 2025 du coup. Alors d'habitude j'avais un rythme de lecture de 3 à 4 livres par mois. Et depuis le lancement de cette chaîne du coup début janvier, je sais pas, j'ai eu un regain d'envie de lecture encore plus que d'habitude parce que là j'ai 9 livres à vous présenter de lus et j'ai ma petite lecture en cours. À l'heure actuelle on est le 31 janvier donc je pense que je vais le terminer ce soir normalement parce que ça se lit super vite. Si vous avez vu ma palle que j'avais fait en début d'année, franchement je me suis plutôt bien tenue je trouve. Il y a quelques petites choses que j'ai pas lues. Et il y a quelques petites choses en plus que j'ai lues. Mais à part ça, j'ai plutôt bien suivi quand même. En tout cas, j'ai commencé par finir le tome 5 pardon, d'Harry Potter. C'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix que je lis en anglais, donc aux éditions Bloomsbury. Écrit par J.K. Rowling. Je pense que j'ai pas besoin de vous le préciser. Mais j'ai adoré, bien sûr. C'est le tome le plus long. J'avoue que sur la fin, je commençais à avoir un petit peu du mal à lire en anglais en fait parce que forcément mon rythme de lecture est beaucoup plus lent avec l'anglais qu'avec le français. Mais en fait ce que j'ai fait en dernier et c'était trop bien, c'est qu'il y a les livres en audio sur YouTube en anglais et du coup bah je lisais en même temps d'écouter l'anglais, ce qui m'a fait 2 fois plus travailler du coup ma compréhension etc. Et bah ça me permettait de lire beaucoup plus vite en fait parce que j'entendais en même temps et je sais pas, ça m'a permis de terminer le livre et j'ai beaucoup aimé ce style de lecture. Du coup peut-être que pourquoi pas je le ferai pour les autres. En fait c'est assez sympa, c'est comme quand tu regardes un film en version originale sous-titré en anglais aussi. En fait ça te fait vraiment travailler ton anglais, en même temps le son et en même temps les mots avec la lecture parce que tu visualises tout en même temps d'entendre. Donc c'est 2 fois plus cool je pense. Au niveau de l'intérieur du livre, bien évidemment que j'ai adoré. Par contre je trouve que par rapport au film ils sont 2 fois plus méchants avec Luna, non? J'ai l'impression que dans les livres ils l'apprécient beaucoup moins que ce qu'ils nous montrent à l'image dans les films. À part ça, bon bah l'Ordre du Phénix, hein, tout le monde connaît, je suis pas sûre d'avoir à vous faire un résumé très long, mais j'ai beaucoup aimé. Je l'ai terminé le 2 ou 3 janvier, c'était vraiment les dernières pages sur janvier. Et cette année il faut que je lise le 6, j'essaye d'en lire un par an. Donc le 6, Le Prince de Sang Mêlé, ça me donne très envie également. J'ai beaucoup aimé par contre vraiment voir bien toutes les sessions avec Rogue pour apprendre à fermer son esprit etc. Là c'était super cool, les choses qu'on voit beaucoup moins dans le film en tout cas. Bon Harry Potter, je suis obligée de lui mettre 5 étoiles sur 5, franchement c'est impossible que je mette une note en dessous pour Harry Potter. J'ai presque même pas envie de le noter quoi, c'est innotable. Ensuite j'ai lu Un palais de flammes d'argent qui est le dernier tome paru d'Acotar, mais quand j'ai commencé cette lecture, j'étais persuadée que c'était le dernier tome tout court. Et en fait, non. Il y en a un autre qui est encore en cours d'écriture. On a Sarah J. Maas, elle nous a pas encore donné de date de sortie, ni en anglais, ni en français. Donc il va falloir patienter encore un petit moment. Alors par contre ce livre je l'ai adoré avec un point de vue différent des autres. J'ai beaucoup aimé découvrir ce personnage et surtout j'avais vraiment envie de savoir ce qu'elle pensait quoi, parce que dans les autres elle était limite détestable mais on sait que ça venait de quelque chose et en fait bah on apprend très vite que c'est elle arrive plus à se supporter. C'est tout un livre sur une sorte de guérison de soi-même, une sorte de pardon aussi, d'acceptation, enfin j'ai adoré, vraiment le livre était très très intéressant. Par contre c'est pas forcément un livre où il y a énormément d'action, bien que j'ai adoré tout cet univers très féministe là avec les petites leçons de combat, c'était vraiment trop bien. La manière dont les personnages trouvent du soutien en fait avec d'autres personnes qui ont vécu des événements compliqués et elles se comprennent, en fait elles se font du bien mutuellement juste en se côtoyant en fait et en créant des liens les unes avec les autres, c'était très beau à voir, enfin à lire du coup. Le développement du personnage était vraiment génial et ce que j'ai beaucoup aimé, vous allez voir je vais reprocher un petit peu la même chose avec un autre livre, c'est que c'est pas elle se sent mal pendant 100 pages et ensuite tout va mieux. C'est vraiment sur la durée, elle arrive pas à changer, c'est vraiment ancré en elle, c'est super dur de s'ouvrir et de laisser en fait les gens entrer dans sa vie et elle va mettre énormément de temps et au final ben à vous de voir comment ça évolue mais c'était très très beau à voir. Après j'avoue qu'on avait beaucoup de points de vue du protagoniste féminin mais j'aurais bien aimé en connaître un peu plus sur le protagoniste masculin en fait. Je trouve qu'on n'a pas assez approfondi toute sa manière de penser à lui, tout son vécu etc.
et ça aurait pu être un peu plus approfondi là-dessus. Comme je vous le dis, le suspense de fantasy ou quoi n'était pas extrêmement développé, même s'il y avait des petites touches, hein, c'était vraiment intéressant, mais c'est pas le but premier de ce livre, je pense. En tout cas, j'ai hâte de voir le dénouement dans le dernier tome. Pour celui-là, je lui ai mis un coup de cœur vraiment, parce que j'ai adoré le personnage, la manière d'écrire et tout était vraiment très très bien fait. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Et je vous dis vraiment ce soutien qu'elles trouvent les unes envers les autres, ensemble, pour essayer de s'en sortir, et elles arrivent à s'ouvrir entre elles parce qu'elles savent en fait qu'elles ont vécu des choses compliquées et elles veulent s'en sortir, même si c'est encore une fois compliqué. Vous l'avez compris, j'ai adoré ce livre. Ensuite, j'ai lu un petit livre que j'avais trouvé d'occasion qui date de 1992. Je savais qu'il était pas très récent, mais je savais pas qu'il était aussi vieux. Enfin franchement, il a 9 ans de plus que moi. Il a été écrit 9 ans avant ma naissance. Et en fait, quand j'ai lu le résumé, ça m'a donné hyper envie parce que je venais de lire Verity de Colleen Hoover et je me suis dit c'est vraiment le même style, ça va être trop bien. D'ailleurs le livre s'appelle donc Prophétie de Peter James et ça a été publié chez Brajlon dans leur petite édition Terreur. Donc pour vous lire le résumé, toutes les coïncidences ne sont pas heureuses. Ils se sont rencontrés par hasard et très vite Francesca, charmante archéologue, s'est liée avec cet homme élégant et aisé qu'est Oliver Alkin. Mais bientôt des coïncidences troublantes se multiplient et même des accidents terrifiants. D'autres étudiants de son cursus universitaire meurent dans d'étranges circonstances, si bien que Francesca commence à croire à un complot ou pire à une malédiction. Est-elle en train de perdre la tête ou est-elle la prochaine sur la liste? Elle ne sait plus que penser ni à qui faire confiance. Quel rapport avec Oliver et son fils Edward? Aucun, en apparence. Pourtant quelque chose la dérange chez ce garçon et Francesca se met à soupçonner un secret qui pourrait lui être fatal. Donc moi je pensais qu'on allait vraiment partir sur un livre avec je sais pas des personnages vraiment très perturbants qui ont pas forcément un bon fond et peut-être je sais pas des psychopathes même, enfin dans le même délire que Verity de Colleen Hoover. Sauf qu'en fait c'est vraiment parti dans une toute autre direction où on partait sur quelque chose d'un petit peu plus surnaturel en fait, avec des esprits et des choses avec des superstitions de coïncidence qui ne sont pas vraiment des coïncidences, etc. Je vais pas vous en dire trop, mais moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus terre à terre et au final on est parti sur quelque chose de pas du tout réaliste, si on peut dire ça comme ça. Donc j'avoue que j'étais un petit peu déçue. Je pensais vraiment pas que ça allait partir dans cette direction là en fait. C'était pas mal en soi, hein, l'intrigue était cool. Alors dès le début on a 2 chapitres mais qui sont absolument horribles en fait. T'es directement plongé dans le bain, c'est hyper glauque. En fait t'as 2 moments de vie de 2 personnes différentes et c'est tellement horrible vraiment à mettre quand même dans les mains d'un public averti. Enfin il y a que ces 2 scènes qui sont vraiment glauques, dérangeantes et dégoûtantes, mais à part ça après le reste du livre est assez soft et en fait vraiment la première scène tu la lis et tu te dis mais où est-ce qu'on va avec ça, parce qu'après on part directement sur la vie de Francesca qui est archéologue, qui bosse dans un musée, etc. Et quel est le rapport avec cette scène jusqu'à la moitié ou les 3/4 du livre où tu te dis ah mais c'est donc pour ça qu'on a vu ça. C'est pour ça qu'on a dû lire cette horreur. Donc ça c'était assez sympa en fait de pas comprendre directement le rapport et de le faire petit à petit en fait. J'ai bien aimé. Maintenant je trouve que l'intrigue était pas exceptionnelle. J'ai pas réellement été conquise et surtout je trouve que la fin c'était un petit peu long au final pour ce qui s'est passé. Je me suis dépêchée de le finir quoi, j'étais plus trop dedans. J'ai mis 3 étoiles sur 5 d'ailleurs. Par contre c'était assez marrant en fait parce que vu que le livre date des années 90, du coup le langage n'est pas du tout le même. En plus ça a été écrit par un auteur anglais si je me trompe pas. Donc forcément ils ont toujours une plume un petit peu plus soutenue, vous voyez. Et en plus de ça, leur rencontre en fait ça se fait un peu par le fil d'une petite annonce dans les journaux. Enfin vraiment c'est trop drôle. Moi je sais que ma grand-mère elle a déjà fait une rencontre comme ça en répondant à une annonce dans un journal. C'est trop mignon je trouve. Enfin je sais pas, c'est plus du tout réaliste à notre époque quoi. Et il n'y avait pas les téléphones donc il fallait se donner des rendez-vous ou s'appeler sur le fixe. Enfin je sais pas, c'était sympa ça. J'ai bien aimé me plonger dans une époque un peu plus ancienne hein. Par contre ouais comme je vous dis c'était pas une lecture incroyable, il faut vraiment faire attention parce que les 2 premiers chapitres sont vraiment très crus, donc à ne pas mettre dans les mains de n'importe qui quand même. Je pense pas que ça va être un livre qui va vraiment me marquer, mais écoutez je l'ai lu, je me suis pas non plus ennuyée pendant ma lecture,
mais c'était pas fou. Ensuite j'ai lu un livre qui avait beaucoup fait parler en fait en jeunesse quand j'étais plus jeune du coup, que j'avais trouvé encore une fois d'occasion. J'avais vraiment envie ce mois-ci de vider un maximum de livres qui traînaient dans ma palle pour pouvoir ensuite me concentrer sur les nouvelles sorties, me concentrer sur tous les livres plus récents en fait. Mais je déteste laisser des petits livres dans leur coin, en fait ça me stresse de savoir que je les ai pas lus. Donc j'ai lu Entre chien et loup de Mallory Blackman, et là c'est aux éditions Livre de poche jeunesse du coup. Bon alors ce livre je l'ai lu je crois en deux soirs, ça s'est lu très très vite. Maintenant c'est vraiment du jeunesse et c'est trop du jeunesse pour moi à l'heure actuelle. J'ai bien aimé, je pense que si j'avais été plus jeune j'aurais beaucoup aimé. Maintenant, j'ai mis 3 étoiles sur 5 quand même parce que c'est simplement que je suis pas le public cible en fait. Je suis, je pense, trop vieille et j'ai lu trop de livres plus approfondis pour l'apprécier. Mais je voulais pas non plus lui mettre une note trop horrible parce que c'est simplement du coup ce que je vous dis que je suis pas le public cible. Je trouve que les dénonciations dans ce livre sont vraiment hyper importantes, hyper intéressantes et c'est très bien d'avoir fait un livre jeunesse là-dessus. Mais encore une fois, c'est vraiment resté en surface. Donc en gros, on vit dans un monde où ce qui est noir est riche, puissant et dominant et ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un monde où les communautés s'affrontent à coups de lois racistes et de bombes. Un monde où Callum et ses filles n'ont pas le droit de s'aimer car elle est noire et fille de ministre, lui est blanc et fils d'un rebelle clandestin. Et s'il changeait ce monde? C'est un peu une sorte de Roméo et Juliette, hein, un amour impossible parce qu'ils sont vraiment dans 2 clans opposés. La famille de ses filles n'accepte pas du tout Callum parce qu'il est pas comme eux, en gros. Et en parallèle, la famille de Callum essaye de faire changer les choses. En fait, il y a tout un groupe de militants qui essayent de faire ouvrir les yeux à la population. Voilà. Alors par contre, pour un jeunesse, je trouve que l'autrice, elle a pas peur de faire mal, hein. Il y a eu quand même pas mal de petites choses qu'on a très bien vu venir. Enfin personnellement je savais ce qui allait se passer. Mais je veux dire pour mettre entre les mains de jeunes ça peut être un petit peu choquant je pense. Alors ce qui m'a vraiment dérangée c'est qu'on commence à les suivre je crois à l'âge de 13 et 15 ans ou quelque chose comme ça. Jusqu'à leurs 18 et 20 ans. Sauf que le livre il fait même pas 400 pages. Les chapitres sont vraiment courts etc. Ce qui fait que il se passe quelque chose. Et on a un saut dans le temps et on est 3 mois plus tard. Et il se repasse quelque chose et on a de nouveau un saut dans le temps. Et c'est ça pendant tout le long du livre. Ce qui fait qu'on n'approfondit pas vraiment les points de vue des personnages. Que tout reste vraiment en surface et que tout se passe beaucoup trop vite en fait. Maintenant encore une fois c'est parce que c'est du jeunesse. Je pouvais pas m'attendre à quelque chose de beaucoup plus approfondi on va dire. Parce que sinon ça risque d'être trop compliqué. Pour la cible de ce livre clairement. Le seul problème de ce livre c'est que je suis pas la cible. Parce que sinon c'est vraiment pas mauvais. Mais ouais ils étaient trop jeunes pour moi, j'ai pas réussi à m'attacher à eux. Par contre vraiment dans ce monde avec ces problématiques là mais avec une plume un petit peu plus pour jeunes adultes ou même adultes, ça doit être vraiment très sympa. J'aime bien l'idée de ce livre. Mais voilà, j'ai mis 3 étoiles sur 5, je lirai pas la suite par contre parce que je sais que c'est trop jeunesse pour moi. Mais j'ai lu un livre de ma palle et j'en suis contente quand même. Ensuite j'ai lu Une lumière dans la flamme qui est le tome 2 du préquel Du sang et la cendre, donc écrit par Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. D'ailleurs aujourd'hui normalement je reçois le tome 5 du sang et la cendre. Par contre je suis dégoûtée, en fait moi j'achète, j'avais précommandé sans rien regarder parce que je sais que je veux la suite. Mais le tome 5 du sang et la cendre en fait ça va être le tome 1 mais du point de vue de Hawke. Donc on va pas avancer dans l'histoire. Je suis un peu dégoûtée. En même temps, ça va être très intéressant parce que Hawke, on se sait. Vraiment, je pense que c'est mon book boyfriend préféré. Mais je suis dégoûtée de pas avoir la suite de ce qui va se passer. En tout cas, bref. Là, on est avec Serafina et Nyktos. Je vous ai parlé tellement de fois de ces 2 séries, hein, que ce soit Le sang et la cendre ou Une ombre dans la braise, le préquel. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire un résumé? Dans la saga numéro 1, on va suivre Poppy, qui est la pucelle, on l'appelle comme ça dans le royaume. C'est l'élu, en fait. Personne n'a le droit de la toucher, de la regarder. Elle vit vraiment recluse dans son château. On lui a mis des idées en tête. En fait, tout ce qu'elle a à faire, c'est attendre son ascension parce qu'elle est l'élue et c'est comme ça, point barre. Et comme c'est quelqu'un de très important pour le royaume, elle a une garde vraiment très protégée et un jour, il y a un nouveau garde qui va arriver, c'est Hawke. Et Hawke, il va oser un peu franchir des barrières que les gardes ne sont pas censés franchir. Il va oser lui parler. Il va oser la questionner, la faire se questionner en fait et essayer de lui faire ouvrir les yeux sur est-ce que c'est vraiment bien pour elle, ce qu'on attend d'elle, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché derrière en fait, et il va commencer à lui ouvrir les yeux sur toutes les problématiques en fait de son royaume. Et à côté de ça on va avoir tout un royaume déchu en fait qui essaye de reprendre sa place, son pouvoir etc. C'est vraiment un résumé claqué au sol que je viens de vous faire mais je pense que vous avez tous entendu parler du sang et la cendre de toute façon. Dans le
le préquel du coup, on va suivre Seraphena et Nyktos. Et Seraphena en fait c'est la première pucelle, bien avant Poppy, hein, des années, si c'est pas des milliers d'années avant. Hein. Et elle en fait, son but ça va être d'épouser le dieu de la mort. Donc Nyktos. On fait croire que c'est un accord comme ça qu'il a depuis des années, qu'elle a pas le choix, que c'est pour la paix entre les royaumes, etc. Sauf que elle, en fait, derrière, elle va avoir un objectif, ça va être de réussir à tuer le dieu de la mort, donc Nyktos. Ce qui fait qu'en fait, elle joue un petit peu les agents infiltrés au palais du dieu de la mort, hein, clairement. Et ça, c'était son objectif dans le tome 1. Vous vous en doutez, c'est de la romantaisie, donc est-ce que Nyktos, il est vraiment méchant? Est-ce qu'il faut vraiment le tuer? Ça, ce sera à vous de le découvrir. Et alors, dans le tome 2, comment vous en parler sans vous spoiler? On va apprendre qu'il y a une certaine trahison qui est arrivée. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Et la personne qui a trahi les autres, eh ben, elle est censée se faire quand même vachement rejeter. Enfin, plus personne n'a confiance en elle. Les gens sont censés lui en vouloir. Et je trouve que ça a été pardonné très très vite. Genre oui je t'en veux mais tu restes avec nous, mais je fais en sorte que tu te sentes bien, mais j'essaye de te mettre en confiance. Enfin, je sais pas. Je trouve que tout s'est passé trop vite. Et franchement, ça me fait mal au cœur de critiquer un petit peu ce livre. Je lui ai mis quand même 4 étoiles sur 5 parce qu'on apprend plein de choses qui se passent. Et vraiment, on a de l'action, on a du stress un petit peu, on sait pas trop ce qui va se passer. Et la fin était vraiment bien. Au niveau de la fantaisie, c'était tout ce que j'aime, hein. On découvre encore un peu plus de tout ce royaume. J'ai eu du mal à me rappeler de tout par rapport aux autres tomes parce que l'univers est tellement dense et il y a tellement de temps entre les sorties que c'est compliqué parfois. Hein. Mais malheureusement, je trouve que cette histoire de pardon est passée beaucoup trop rapidement. Et effectivement, on a énormément de smut. Même si on n'a pas toujours le passage à l'acte. En fait, toutes les 2 pages, on a vraiment cette tension qui casse tout le temps. Et il y en avait vraiment trop. J'aime bien quand il y en a un petit peu, ça me dérange pas. Enfin, j'aime bien, ça me dérange pas. Mais là, j'avoue que faudrait peut-être calmer un petit peu les choses, quoi. C'est bon, on a compris. Ça y est, quoi. J'aimerais qu'il y en ait un petit peu moins dans la suite des tomes parce que l'univers et la fantaisie est tellement bien. Et je comprends pas ce besoin de mettre autant de smut dans les livres. Pourquoi ? Je sais pas. Est-ce que c'est pour réussir à faire des pavés, pour que ça tienne plus longtemps? Je sais pas. Parce que ça peut revenir souvent, sans problème. Je sais pas. Mais non, je suis un peu dégoûtée et j'ai des poils de lapin partout. Je suis dégoûtée parce que j'ai tourné les yeux 2 secondes et elle a réussi à me mettre un croc, ma lapine. Je sais pas ce qu'elle a avec mes livres, hein, mais elle adore essayer de les bouffer. Normalement, j'arrive à la retenir. Et là, j'ai tourné la tête 2 secondes et elle a mis un croc en plus pile sur le dos du livre, quoi. Je suis dégoûtée. En tout cas, je peux le remettre à sa place, juste ici, à côté de son tome 1. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais je lui ai quand même mis 4 étoiles sur 5 hein, parce que l'univers est incroyable, je l'adore. Bien que il y a trop de smut. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire aussi, il y avait pas mal de fautes de traduction, mais je trouve que malheureusement, de Saxus, il y a très souvent des mauvaises traductions à certains moments ou des petites coquilles dans le livre, c'est dommage, et c'est vraiment souvent avec de Saxus, malheureusement. Mais bon. Par contre, j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite, hein, parce que je vous dis la fin, ça me laisse vraiment l'eau à la bouche. Alors ensuite, j'ai découvert les livres audio. Je sais pas si vous le savez, mais du coup, j'ai une autre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux, je fais beaucoup de maquillage artistique et c'est des choses qui me prennent beaucoup de temps. Donc en général, quand je me maquille, je suis toujours en train de regarder une série en même temps, de regarder des films, etc. Et j'ai découvert les livres audio. Mais c'est tellement plus simple en fait, parce que étant donné que c'est que de l'audio, mais je perds rien, vu que je suis concentrée sur mon maquillage, je peux pas regarder l'écran, et quand je regarde des séries, souvent je loupe des choses qui se passent ou quoi, et ben là avec les livres audio, c'est vraiment le moment parfait. J'ai adoré en écouter pendant que je faisais mes make-up. Du coup, j'ai lu une petite romance. J'ai lu le tome 3 des Bridgerton. Mais moi je m'attendais à avoir comme dans la saison 3 de la chronique des Bridgerton sur Netflix, je pensais que ce serait l'histoire de Pénélope et Colin. Et bien que ne fut pas ma surprise en me rendant compte que c'est l'histoire de Sophie et Bénédicte. Alors, j'avoue que j'ai pas trop aimé Bénédicte. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on était un peu sur un style de réécriture de Cendrillon, c'était plutôt sympa ça. Mais je me suis bien attachée à Sophie, franchement. Je l'ai beaucoup aimée, je trouve que le personnage était vraiment très intéressant. Bénédicte, je sais pas. J'arrive pas à l'apprécier, même dans les séries, hein, je le trouve pas incroyable. Mais alors là, son histoire d'amour,
j'ai pas trop adhéré. J'ai mis 3 étoiles sur 5 quand même parce que ça s'est bien écouté. Mais voilà, c'était pas fou. Après c'était sympa, ouais, le fait que ce soit un peu une réécriture de Cendrillon, que c'était un petit peu une histoire d'amour impossible. J'ai éprouvé quand même beaucoup de compassion pour Sophie, mais je vous dis, bah dès qu'il y avait Bénédicte, en fait ça me saoulait. J'ai pas senti vraiment la tension entre les deux, j'ai pas trop adhéré. Par contre j'ai vraiment très hâte de lire le tome 4, enfin de lire ou d'écouter le tome 4 de Colline et Pénélope. Vraiment j'ai adoré la saison 3, donc je pense que je vais adorer le livre aussi. Par contre ce que j'aime bien avec la chronique des Bridgerton, c'est que, bon je peux pas comparer là avec le 3e tome, hein, mais étant donné que c'est des séries, que c'est en épisodes, c'est beaucoup plus ressemblant au livre en fait que quand c'est une adaptation en film. En film on est toujours obligé d'enlever des passages, on est toujours obligé de raccourcir plein de choses. Là vu que c'est en série en fait on a vraiment le temps de montrer quasiment tout le livre. Et bah je m'en étais déjà rendu compte avec le tome 1 et le tome 2 hein, que j'ai déjà lu du coup. Tome 3 bah y a pas eu d'adaptation en série pour le moment encore. Mais le tome 4, du coup, j'ai hâte de voir si c'est bien ressemblant. Je pense que oui. J'aime beaucoup la plume avec toujours les petits commentaires de Lady Whistledown. C'est toujours très cool. Et le fait que ça se passe pendant le bal, dans les années, je sais même pas, 1700 je crois, ou 1006 ou 1005, je sais plus. Mais j'adore l'ambiance comme ça. Donc c'était pas mon tome préféré. Pour le moment, c'est toujours le tome 1, personnellement, mon tome préféré. Je lui ai mis 3 étoiles sur 5, mais j'ai quand même très envie de lire la suite des histoires d'amour de la famille Bridgerton. Ensuite, j'ai enfin lu The Perfect Match de Lila Mars, que j'ai bien aimé. Donc cette fois, on est sur un livre de science-fiction, chose que j'ai pas du tout l'habitude de lire, donc je suis super contente d'avoir lu un autre genre hein, de lecture. Alors en gros, on est dans un monde où t'as pas le choix de te marier avec ton âme sœur. Une application, en fait, un algorithme va trouver pour toi. À tes 18 ans et à tes 21 ans, tu dois passer un test pour trouver ton âme sœur. Parfois, bon, tu peux avoir plusieurs choix. Et dans ce cas-là, t'as des dates en fait de prévues par la société. Hein. Ils te disent tu vas faire telle date avec telle personne à tel endroit. Et bah même si t'as le choix entre 3 personnes, en soi t'as pas le choix parce qu'il faut que tu choisisses une de ces 3 personnes. T'es obligé de te marier à tes 21 ans. Sauf que Elliot c'est un petit cas un peu particulier parce qu'elle a 98,8% de correspondance en gros avec Isaac. C'est un pourcentage qui n'est en fait quasiment jamais arrivé, donc elle a pas le choix, elle va obligatoirement devoir se marier avec Isaac. Sauf que le problème c'est que bah elle est amoureuse depuis des années du petit frère d'Isaac qui s'appelle Ashton. Et eux en fait ils ont passé le test et ils pensaient être compatibles et pouvoir se marier entre eux. Sauf que non, elle est compatible avec le grand frère. Donc déjà ça pose un petit peu problème. En plus de ça ils sont pas du tout ok avec ce que la société leur impose. Ils croient pas du tout à cet algorithme hein. Donc ils vont essayer de faire semblant d'être ok avec ça, d'aller au date, de faire semblant de se marier, etc. pour ne pas éveiller de soupçons, sauf que bah derrière tout ça, ils vont essayer de se rebeller quand même un petit peu. Et en plus de ça, on a donc la rencontre avec Isaac qui de base est quelqu'un d'exécrable, hyper méchant, qu'on a rien à foutre d'elle. Et de l'autre côté, on a Ashton, en fait elle était totalement amoureuse de lui, ils étaient vraiment en couple secret, parce que c'est pas bien vu d'être en couple avant. Mais lui il a un blocage en fait, vu qu'ils sont pas compatibles, en même temps il l'aime, en même temps ça va être trop compliqué quoi, c'est impossible. Donc voilà, il y a ces deux côtés là, plus il y a la société qui va pas. Et voilà. Sur le papier, c'était super intéressant. Maintenant, je lui ai mis 3,5 sur 5. J'ai bien aimé. J'ai envie de lire la suite quand même. Mais j'ai pas été happée par ma lecture non plus. C'était fluide. Je me suis pas ennuyée. Mais voilà. Alors, il y a eu quelques petits plot twists plutôt sympathiques. Bien que c'était quand même assez prévisible, hein, on va pas se mentir. Il y avait pas non plus d'énormes retournements de situation. Personnellement, je crois que tous les petits plot twists qu'il y a eu, je les ai un petit peu vus venir. Hein. J'avais des doutes sur certaines choses, sur certaines personnes, etc. quand même dès le début. Et j'aurais bien aimé qu'on approfondisse encore plus toute cette société et tout ce système d'algorithmes, etc. Bien que je pense que là, avec les découvertes qui ont été faites à la fin du tome 1, le tome 2 devrait être un peu plus approfondi à ce niveau-là. Donc j'ai pas envie non plus trop de critiquer ça étant donné que c'est une duologie. On a posé les bases et je pense qu'ils vont faire beaucoup plus de découvertes du coup dans le tome 2. Mais ça aurait pu être encore plus travaillé que ce que c'est actuellement je pense, selon mes goûts. Après voilà, je suis pas du tout une grande connaisseuse du style de science-fiction, donc je trouve que pour une première science-fiction c'était très cool. Ça s'est très bien lu, j'ai bien aimé l'histoire, etc. Triangle amoureux, je suis pas fan, mais c'est pas non plus vraiment un triangle amoureux. Enfin, c'est pas si compliqué que ça. Et voilà, 3,5 sur 5, je pense que ça les mérite. C'était une bonne lecture, mais c'était pas non plus un coup de cœur.
j'ai bien envie de lire la suite et écoutez, je suis contente de l'avoir lu aussi parce qu'il traînait dans ma palle depuis un long moment. Alors ensuite, de nouveau en livre audio, j'ai écouté La Servante écarlate. Cette série, je l'ai adorée, c'est The Handmaid's Tale sur Prime Video. J'ai tellement aimé cette série, c'est une dystopie du coup, que là je me suis dit qu'en faisant mes petits make-up du coup, ça passerait très très bien. Et j'ai adoré effectivement. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Après je m'attendais à découvrir beaucoup plus de choses par rapport à la série. Et en fait non, la série est hyper ressemblante au livre. Le seul petit truc qui m'a un petit peu perturbée, c'est qu'à partir du moment où June elle arrive à Gilead, dans la série en fait tout se passe chronologiquement, même s'il y a des petits retours dans le passé de sa vie d'avant en fait. Et là dans le livre en fait tout est mélangé entre quand elle est arrivée et qu'elle était formée et quand elle arrive dans sa famille, etc. J'avoue que ça m'a un petit peu perturbé toutes ces sautes de temps, mais en même temps l'autrice elle l'a vraiment très bien manié. En gros on est dans une dystopie où la plupart des femmes sont stériles, ce qui fait que le peu de femmes qui peuvent porter des enfants en fait elles sont mises au service des autres. On les appelle les servantes et elles vont toutes être attribuées à une famille de personnes influentes, aisées, etc. Personnes de pouvoir pour permettre d'avoir un enfant en fait avec le mari, étant donné que la femme ne peut pas l'avoir. Et en fait les servantes elles sont totalement dépersonnalisées, je sais pas comment ça se dit. On les considère vraiment comme des objets ou comme des utérus sur pattes quoi, vraiment. Elles sont pas censées avoir d'émotions, elles sont censées ne rien ressentir, tout est normal quoi, alors qu'elles sont juste utilisées tous les mois pour essayer de concevoir un bébé quoi. C'est horrible. Et autant la série était vraiment géniale, autant en fait dans la lecture on a tous les sentiments de June, enfin de Fred. On voit tout ce qu'elle ressent qui est démontré un petit peu dans les films, mais forcément c'est beaucoup plus approfondi en fait dans la lecture étant donné qu'on est dans sa tête. J'ai trouvé ça hyper fluide, hyper intéressant, j'ai adoré me replonger dans cet univers là. Comme je vous ai dit, vraiment la série elle est hyper ressemblante au livre et toute cette dystopie, moi je vous dis que j'aime les mondes qui sont vraiment bien créés, mais alors là tout ce qu'il y a autour, c'est génial. Vraiment, Margaret Atwood qui a créé cet univers-là, j'ai adoré. Elle a vraiment été chercher dans les plus petits détails pour rendre tout ça hyper réaliste, en créant des rituels, en créant des codes de couleurs, en créant des rangs dans la société, en créant une sorte de religion aussi. Je suis totalement conquise et ça me donne très envie de continuer à lire de la dystopie en fait. Je trouve ça trop bien. Donc 4 étoiles sur 5 pour cette petite lecture audio. Ensuite on arrive au dernier livre que j'ai lu. Si vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos, vous le savez peut-être, je n'aime pas l'urban fantasy. Mais j'ai fait une exception pour ce livre parce que j'en ai tellement entendu du bien et le résumé me donnait tellement envie que je me suis dit allez, on va tester, on va voir si ça vaut le coup. J'ai lu le livre maudit d'Azraël. Mais comment vous dire que c'est un coup de cœur incroyable. J'ai tellement aimé, en fait dès les premières pages t'es plongé dans le vif du sujet avec une sorte d'interrogatoire avec de la torture et ensuite t'es plongé dans un conseil avec toutes les créatures surnaturelles qui vivent dans ce monde. Donc tu vois du vampire, des sorcières, il y a des banshees, enfin incroyable. Et tout ça dans les 5 premières pages je pense. Donc je vous spoile rien, hein. Directement t'es plongé dans l'univers. T'as pas le temps de t'ennuyer et de découvrir le world building, c'est incroyable. Alors par contre là je pense que je vais plutôt vous lire le résumé parce que j'ai trop peur de vous spoiler des choses. Donc 1000 ans plus tôt, dans les déserts d'Eoria, Diana a sauvé sa vie pour sauver sa sœur mourante. Elle en appelait à l'aide de quiconque voudrait bien l'écouter, sans se douter que la réponse viendrait d'un monstre qu'elle n'aurait pu imaginer, même dans ses pires cauchemars. Désormais, elle est prête à faire tout ce que lui demande Kaden, y compris mettre la main sur une ancienne relique des plus dangereuses. Un roi que l'on croyait mort et disparu des mémoires. Dans l'ancien monde, il se nommait Samkiel. Dans le nouveau, il s'appelle Liam. Il est le destructeur de mondes, un mythe aux yeux des ennemis, mais un sauveur ainsi qu'un roi pour ceux qui lui ont juré loyauté. Après la guerre des dieux, il a rejeté sa couronne et ses responsabilités, jusqu'au jour où il se retrouve à nouveau dans le collimateur d'un ennemi qu'il pensait emprisonné depuis une éternité. Comment vous dire que je ne me suis pas ennuyée à un seul moment? On est sur un Enemies to Lovers, mais un vrai, j'ai rarement attendu aussi longtemps en fait. Ils se détestent tellement au début, c'est génial, moi j'ai adoré. Pour moi, ça c'est un vrai Enemies to Lovers. Il y en a plein qu'on parle d'Enemies to Lovers, mais en fait ils sont jamais vraiment détestés, vous voyez. Là, ils peuvent pas se voir, ils se détestent, ils se torturent entre eux, c'est génial. La construction du monde avec des sortes de dimensions différentes, etc. C'était hyper original. Et pourtant, on est plongé dans un monde où on a des restaurants, des téléphones, des voitures, etc.
mais ça m'a tellement pas dérangée en fait parce qu'il y a tellement de choses autour. En fait ça m'a donné des vibes à Vampire Diaries et Supernatural, vous voyez. C'est vraiment dans notre monde, enfin c'est pas dans notre monde mais avec les mêmes technologies que nous, où vivent des créatures un petit peu cachées des yeux des mortels, des humains. Punaise, mais par contre les plot twists, on en a un, on en a deux. On a le dernier. Mais non, mais quand je suis arrivée aux 20 dernières pages, toutes les pages, je me disais non mais c'est pas possible, il va y avoir quelque chose. Elle peut pas faire ça, l'autrice. Il va se passer autre chose, c'est pas possible, ça peut pas. Je lisais, et elle l'a fait quoi. Elle l'a fait. La fin du livre. Moi je pensais pas qu'une autrice elle allait oser nous faire ça, hein. Franchement, je peux vous dire qu'il faut que vous le lisiez. Si vous aimez la fantasy, la romantasy, il faut que vous le lisiez. En plus il y avait un petit peu, je sais pas, des vibes à la Indiana Jones, il y avait plein de vibes trop bien regroupées en un livre. Il est hyper complet, hyper dense, tu t'ennuies pas alors qu'il fait près de 800 pages. Moi je l'ai dégommé en 3 ou 4 jours, franchement tellement je l'ai aimé. J'ai passé mon week-end à le lire. En plus de ça, on a des petits fanarts à la fin du livre qui sont trop cool. Et même, alors je vais essayer de vous en trouver un qui ne vous spoile rien. Il y a 2-3 doubles pages comme ça avec des dessins en noir et blanc qui sont trop beaux. Donc vraiment ça c'est mon coup de cœur du mois. Je peux vous dire que j'ai tellement hâte de lire la suite. Je veux savoir ce qui va se passer. J'ai adoré les points de vue des personnages qui sont vraiment vus comme deux énormes monstres en fait. Ils font peur à tout le monde. Mais tu te rends compte que sous la surface, bah il y a quand même des sentiments. Ils ont pas l'image qu'ils essayent de donner ou qu'ils ont malgré eux, et j'ai trouvé ça très très bien. Ce livre c'est mon coup de cœur ultime et je pense clairement que fin 2025 il sera dans mon top 10 de l'année, hein. Je l'ai trouvé très tôt, fin janvier, hein, parce que je l'ai fini il y a pas longtemps là, mais je suis sûre que ça va être un de mes coups de cœur de l'année. Et pour terminer du coup ma petite lecture actuelle qui est un peu plus tranquillou on va dire, même si elle est sympathique, que je pense que je vais finir ce soir clairement parce qu'il me reste plus grand chose, c'est une vieille édition que j'avais trouvée encore une fois d'occasion de Cinder. Donc les Chroniques Lunaires en fait c'est vraiment une science-fiction qui mêle les princesses Disney. En fait là on va suivre un peu en gros l'histoire de Cendrillon mais dans un univers où c'est une cyborg. Elle vit dans notre monde à nous, hein, des années et des années plus tard. C'est donc une cyborg. Elle a une jambe, une main, etc. de robotique en fait. Et les cyborgs ils sont très mal vus dans cette société. Et elle du coup en fait elle bosse en tant que réparatrice mécanicienne pour les androïdes, tout ce qui est robots qui vont aider à la vie de tout le monde, hein. Et un jour il y a le prince du coup du pays qui va lui emmener son androïde parce que il marche plus, donc il va lui demander de le réparer. Et en parallèle de ça en fait on a une maladie, la létumose, qui décime petit à petit les humains en fait parce qu'ils ont toujours pas trouvé d'antidote. Et en fait les cyborgs c'est un petit peu les premiers à être pris en tant que cobayes pour tester ce fameux remède. Donc Cinder elle veut pas du tout y aller et ils vont faire des découvertes par rapport à cette maladie, par rapport à Cinder. Il y a également un peuple qui vit sur la lune, mais les humains ils craignent vraiment tout ce peuple, je vous laisserai découvrir pourquoi. Enfin après je suis vraiment à la traîne donc autant vous l'avez déjà tous lu. C'est une lecture quand même jeunesse, c'est très prévisible, mais forcément déjà c'est une réécriture d'un conte de Cendrillon. Bon, on sait ce qui va se passer, hein. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Et en plus de ça, c'est du jeunesse. Donc pour le moment, toutes les petites intrigues, je les ai toutes vues venir. Après, je suis pas à l'abri qu'à la fin, je vais découvrir autre chose. Il me reste peut-être 150 pages. Mais c'est une petite lecture assez sympathique et je vous en reparlerai du coup dans mon update lecture de février. Parce qu'il est toujours pas terminé quand même. Bon, et écoutez, c'était mon dernier livre que j'avais à vous présenter. C'était mon tout premier update lecture de 2025. Je sais pas du tout sur quoi je vais partir comme lecture pour le mois de février. Écoutez, on verra bien et je vais essayer de vous faire un update lecture du coup tous les mois de ce que j'ai lu le mois précédent. Je pense que comme d'habitude la vidéo va être assez longue, donc si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à mettre un petit like. Vous pouvez également vous abonner si c'est pas encore fait. Si vous voulez pas louper la suite de mon contenu, je poste tous les jeudis et dimanches sur YouTube. D'ici peu, je l'ai pas annoncé encore ailleurs et je sais pas exactement la date de lancement, on va dire ça comme ça, mais je vais ouvrir 2 autres réseaux sociaux dédiés à la lecture, que ce soit sur le format de vidéos courtes ou sur la plateforme de photos. On s'est compris, YouTube il aime pas trop qu'on dise les noms par ici, hein, donc je préfère éviter. Mais quand ce sera le cas, je vous mettrai tout dans la barre de description. Et écoutez, moi je vais vous laisser tranquille, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous!